notion de harga, eh ben, vous avez très bien fait de poser la question. Et puis, vous savez, ça me rappelle une phrase, une pensée du philosophe, du sage chinois Confucius, auquel on avait demandé un jour, si vous aviez le pouvoir absolu, quelle serait votre première tâche? Si vous aviez le pouvoir sur toute chose, par quoi commenceriez-vous? Il répondit sans la moindre hésitation, je commencerai par rétablir le sens des mots. Je commencerai par rétablir le sens des mots. Et concernant le harga, effectivement, bon, il faut peut-être que certains le savent, mais il est toujours bon de le rappeler. À l'origine, le contenu sémantique de la notion de harga n'avait strictement rien à voir avec l'immigration. Rien du tout. D'ailleurs, c'est un terme qui est apparu avec un usage, disons, selon certaines études en sociolinguistique, dans les années 50 du siècle dernier. Hein, c'est-à-dire, ça fait déjà un bail. Et c'est que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une notion récente. Hein. Mais à l'origine, la notion de harga signifiait tout simplement resquiller, c'est-à-dire ne pas payer un billet d'un transport, ne pas payer par exemple un spectacle, aller au stade ou aller au cinéma, c'est-à-dire il n'a pas de billet. D'ailleurs, rater son cours, hein, mais excusez-moi, j'espère, rater un cours à l'école, mais même rater le cours. Voilà, c'est-à-dire tout simplement ne pas être dans la norme qui est établie. Voyez un peu. D'ailleurs, la première relation avec les départs, entre guillemets, les haragas, qui à l'époque prenaient le bateau, il n'y avait pas encore le visa. Mais en fait, c'était pour ne pas payer le transport. Hein. Donc, il allait dans les cales, il se mettait clandestinement, etc. Mais donc, à l'origine, c'était tout simplement ne pas avoir un billet pour prendre un transport ou pour assister à un spectacle, etc. D'ailleurs, assez paradoxalement, là, le nouveau billet, c'est le visa. Et les histoires de beauté, ce qu'on appelle les beautés, les embarcations de fortune, parce que qui est là, qui est là, le moyen de transport, que ce soit l'avion ou le babord, il chauffe le passeport, il a le billet ou le billet, c'est-à-dire le visa. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc, le nouveau billet, entre guillemets, c'est le visa. Et Harga, à l'origine, donc, n'avait rien à voir avec l'immigration. Bon, ceci dit, malheureusement, bon, les choses sont devenues un peu dramatiques par la suite, parce que, comme les gens ne pouvaient pas voyager de façon conventionnelle, c'est-à-dire un avion, ou un bateau, ou les embarcations. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de cet aspect-là, parce que les choses se sont beaucoup développées, tant et si bien qu'on est loin des embarcations de fortune. Hein. Maintenant, il y a des transports super sophistiqués, hein, qui coûtent d'ailleurs très très cher. Hein. Ça va de 1 million de dinars jusqu'à 1 500 000. Hein. Et voyez un peu. Et bon, c'est un autre aspect. C'est ça. Donc, on le verra un peu plus en détail, si vous le permettez. Mais donc là, on est loin quand même de l'ihrag pour éviter de payer son billet. Voilà. Du harrag, justement, qui va les راح يخلص 80 millions voire 100 millions باش يركب voilà باش يركب beauté ou là, comme vous dites, une embarcation plus sophistiquée fortune, et quitter son pays. Mais alors la question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui pousse un jeune justement à décider un jour d'emprunter justement cette voie justement et les causes qui peuvent le pousser à partir? Alors, si vous permettez, tout à l'heure, vous avez cité un ouvrage qui vient de sortir. Bon, dans cet ouvrage, il y a
3 textes qui sont destinés à Harga. Et j'ai décidé de vous lire 2 petits passages de 2 chroniques. Hein. L'une est intitulée L'incompressible désir de partir, cette indicible brûlure. Donc, je vous lis juste quelques petites lignes pour répondre. Allez-y, avec plaisir. Commencer à répondre Oui. à votre question. Allez-y. Donc, ils quittent leur pays de trop l'aimer. Ils lui tournent le dos pour ne plus cesser de le fixer droit dans les yeux, comme dans un rite sacrificiel, une quête de tous les possibles du vivre par le recours à la mort. Les quêtes possibles du vivre par le recours à la mort. Parce qu'en fait, quand on se jette dans des vagues déchaînées, dans l'incertitude, le froid, on n'est pas certain de s'en sortir. Pour l'étreinte furieuse de ces rivages incertains qui ont transformé la Méditerranée en une vaste nécropole liquide. Ces rivages pour lesquels les Harraga ont inventé leur devise Yakulni al-Hout ou ma yakulni al-Doud. Yakulni al-Hout ou ma yakulni al-Doud. Je préfère être mangé par les poissons, mais pas par les vers. L'expression du refus d'être jeté en pâture aux vers dans leur lugubre matérialité, mais aussi et surtout dans leur dimension symbolique et métaphorique, c'est-à-dire les vers de l'ennui, les vers d'un système générant de la dégénérescence, comme dans un rite de fabrication du sens. L'ultime moyen de reprendre possession d'un vouloir vivre et partir avec un brin de dignité, au lieu d'être livré insoutenablement à une mortifiante vacuité. Voyez? Donc, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est la recherche du vivre. C'est pas quitter un pays pour aller te trouver ailleurs, etc. Mais la plupart du temps, et moi j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de Harra qui sont partis, qui sont revenus, qui sont repartis, qui sont revenus, etc. Ils aiment leur pays. Il faut le dire, ils aiment leur pays. Et parfois, ils sont tentés par l'expérience de l'inconnu. Ils vont, mais quand ils reviennent en Algérie, ils n'ont plus envie de repartir. Même quand ils se retrouvent dans la même situation matérielle et logistique que la précédente. Mais, vous savez, l'adolescence, c'est parce que ça a commencé, hein, en fait, Al-Harga a commencé chez les adolescents, donc, même si maintenant elle traverse plusieurs catégories sociales, mais vous savez que l'adolescence, bon, on est aussi à la recherche de l'inconnu, de l'aventure, des émotions, etc. Donc là, moi, je remets en question cette idée comme quoi bon, les jeunes qui quittent l'Algérie, c'est parce que ils ne veulent plus y vivre, ils n'aiment pas leur pays, ça, c'est archi faux. C'est tout simplement un désir de vouloir vivre autre chose, ailleurs, vivre L'être humain est ainsi fait. Hein. L'être humain est fait de désirs, et parfois même de désirs morbides. Vous voyez? Et donc, réduire le Harga uniquement à vouloir quitter définitivement le pays, c'est une courte vue, à mon avis. Oui, alors, si je comprends bien, finalement, les jeunes Algériens, Harraga, Hedoua, ils ne sont pas si différents des jeunes de leur âge qui habitent en Europe et qui ont plus de possibilités justement de mobilité parce que les visas sont accessibles, parce que la mobilité est facilitée et que finalement nos jeunes restent enfermés dans le territoire avec cette frustration de ne pas pouvoir aller ailleurs. Ah oui, bien sûr. C'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, maintenant, il n'y a pas que le problème du visa. C'est aussi la cherté hein, des transports. Vous savez, maintenant, un billet d'avion coûte une fortune. Hein. Et donc, généralement, bon,
dans ces catégories d'âge, ils n'ont pas les moyens de s'offrir donc un voyage à l'étranger en bonne et due forme, je veux dire, dans le minimum de confort requis. Voyez. Donc, chez Birou, et là, bon, là aussi, ils font parler. Hein. Là aussi, ils font parler parce que le rôle néfaste, les labos, les passeurs, oui, on va il en y a, parler, à la base, justement. maintenant, il y a même des démarcheurs. Hein. Il y a des Oui. démarcheurs qui vont faire le rabattage. Pardon. Oui, allez-y. Le rabattage, etc. Alors, Il y a tout un réseau hein, donc, qui est organisé oui, et qui s'arrange pour avoir, entre guillemets, sa clientèle. Vous savez, entre parenthèses, si vous me le permettez, dans Fahla, j'ai consacré un chapitre. Il y a bon, un douar qui s'appelle Douar al-Barghout. Et dans ce douar, il y a l'organisation des passeurs, le réseau de communication, les informations, les prix, la bourse de départ, etc. Donc, en fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on est passé des embarcations de fortune à des frégates super sophistiquées. Ça veut dire que quelque part, il y a de l'impunité. On laisse faire. oui. Alors, Monsieur Sba, justement, il y a toute une partie que l'on va consacrer justement à tous ces démarcheurs, au réseau justement qui démarche et qui induisent tous ces jeunes en erreur. On a prévu juste quelques statistiques justement pour voir, et je vais donner la parole à Hope, pour nous montrer des statistiques sur les demandes d'asile et où se situe notre pays dans ce paysage chiffré. Très bien. À toi. Merci, Nam. Merci, Nam. Et encore une fois, pourquoi les chiffres? C'est pour un peu montrer que l'Algérie est loin d'être le pays qui subit ce phénomène le plus. Ça, c'est d'un côté. Et aussi pour donner une estimation de l'immigration clandestine ou l'al-harga. Bon, vous savez, c'est très difficile de la quantifier parce que par essence, elle n'est pas déclarée. Donc, on veut présenter le graphique que vous voyez. C'est un graphique de demande d'asile. En général, les gens qui demandent de l'asile, c'est des gens qui voyagent d'une manière irrégulière. Et à gauche, ici, la colonne de gauche, vous voyez les pays destination. Oui. La hauteur des barres, c'est un peu le nombre de personnes qui sont accueillies par le pays en question. Et à droite, c'est les pays origine. Et la hauteur de la barre, c'est un peu le nombre des demandeurs d'asile. Donc, vous voyez, par exemple, le plus grand pays, c'est l'Afghanistan. On a ici l'Albanie. L'Algérie, regardez la hauteur de la barre. Et on voit ici que les demandeurs d'asile algériens, ils partent en France, en Allemagne, en Hollande, en Espagne et en Autriche, la plupart. Mais vous pouvez voir que en termes relatifs, كما نقولوا مقارنة مع البلدان الأخرى العدد ماهوش كبير بزاف. هنا c'est le Bangladesh, on va voir les voisins, par exemple le Maroc. Le Maroc, c'est pratiquement le double de l'Algérie. Bon, le Pakistan, est-ce que j'ai la Syrie, c'est à cause, parce que c'est des statistiques récentes, donc c'est à cause de la crise syrienne. On voit que le nombre de Syriens, il est énorme. Ils partent particulièrement en Allemagne et en Autriche. La Tunisie, c'est aussi plus que l'Algérie, donc c'est comparable à l'Algérie, mais quand même c'est plus que l'Algérie. Mais en termes de pourcentage de population, donc les Tunisiens demandent beaucoup. Par contre, alors qu'on sait que, par exemple, en Tunisie, pratiquement, il n'y a pas de raison de demander de l'asile. Ils n'ont pas vécu des problèmes politiques graves comme l'Algérie. La même chose pour le Maroc. Ils n'ont pas subi des problèmes politiques aussi graves que l'Algérie, par exemple, la crise des années 90, mais quand même, ils sont plus que les Algériens. Donc, voilà. Donc, Hadi, bon, c'est des statistiques, les demandeurs d'asile, pour avoir une idée un peu sur l'immigration illégale, الهجرة غير شرعية.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire, Monsieur Sba. Merci, Rob. Très bien. Vous voulez commenter, Monsieur Sba? Non, je trouve qu'effectivement, ça a l'avantage de démystifier un peu cette histoire, pourquoi l'Algérie est sur le devant de la scène, etc. Bon, ben, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'Algérie, comme tous les pays du monde, a son taux ou sa part, sa portion dans ces flux à l'échelle planétaire, mais elle n'est pas plus que d'autres. Plus importante. Voilà, plus importante que d'autres. Voilà, ça c'est excellent de le dire. Parce qu'en fait, bien évidemment, si vous le permettez, oui, ça démystifie aussi un certain discours médiatique destiné notamment à l'Algérie, hein, qui va nuire à l'image de l'Algérie, etc., et qui joue justement sur cette histoire d'immigration. Et vous savez, on a un point. Les fameux, je vais vous donner juste un exemple, si vous le permettez. Les fameux OQTF, là, les fameuses obligations de quitter le territoire dans l'extrême droite française fait les gorges chaudes, etc. Ben, vous savez, on a avancé un chiffre autour de 8500, je crois, paraît-il. Eh ben, vous savez qu'il n'y a même pas 10% de ces 8000, d'après les gens qui ont travaillé sur ces chiffres, les spécialistes de l'immigration. Donc, vous voyez bien qu'il y a un dessein de nuire à l'Algérie en utilisant la carte de l'immigration clandestine. Et moi, je suis justement, Monsieur Sba, démystifie ce dessin. Et on va longuement en parler justement dans notre troisième partie, puisqu'on va évoquer justement le rôle des médias et leur responsabilité dans cette situation. Alors, c'est vrai qu'on assiste depuis quelque temps dans les réseaux sociaux à une sorte de mouvement qui fait l'apologie de la harga, avec des jeunes qui se montrent raïhin, filbouti ou farhanin, en train de se filmer avec leur téléphone, etc. Et puis, vous venez de le dire si bien, des marchands de rêves qui agitent des miroirs aux alouettes devant ces jeunes qui sont en mal de partance, je dirais, pour la découverte d'un autre monde. Parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein. On le sait bien pour beaucoup. On va voir une vidéo tout de suite, et puis nous reviendrons pour en discuter si vous le voulez bien, Monsieur Spin. Oui. واحد وخمسون صفحة عبر الفيسبوك تحرض على الهجرة سكة. هنا يتم نشر البؤس والإحباط في أوساط الشباب لركوب قوارب الموت. أكثر من 100 جثة تم انتشالها لشباب اختاروا الحرقة، والعشرات لا زالوا مفقودين لغاية اللحظة. هي أرقام مريبة لهذه الظاهرة التي تزايدت السنة الماضية بتورط شبكات إجرامية. الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب هي جماعات مجرمة ومنظمة وعندها أحيانا ذات طابع دولي. أصبحت تستقطبهم باستخدام أساليب دعائية خطيرة جدا. مثلا في الصفحات صفحات التهريب إلى أوروبا تضع لها عنوان التهريب الآمن إلى أوروبا. نعم. ابتداء من 1200 يورو إلى غاية 6000 يورو. 1200 في مطاط، في قارب تاع بلاستيك مطاطي، وحتى 6000 يورو يعني على يخت سياحي. احيانا تنشر حتى صور النساء في صفحه الاستقبال من اجل اغراء الشباب يعني بالالتحاق بهذه الهجره. تنامي ظاهرة الهجرة السرية تأتي في وقت قدمت السلطات عديد الحلول لصالح الشباب، لكن خبراء يصرون على التقرب أكثر من هذه الشريحة لفهم انشغالاتها. رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من الشباب البطال، إلا أن تنامي الهجرة غير الشرعية بهذا الشكل أصبح أمرا مدبرا وفق ما توصلت إليه تحقيقات أمنية.
51 صفحة عبر الفيسبوك تحرض على الهجرة السرية. هنا يتم نشر Voilà, merci Hope. Donc, Monsieur Sba, vous avez commencé déjà à répondre un peu partiellement à la question que je vais vous poser, mais je vais la reformuler, mais de manière très précise. Est-ce que tous ces réseaux, comme هاد الناس هادوما اللي راهم يروجوا للهجرة هذه للحرقة de manière précise, est-ce qu'ils n'obéissent pas à un agenda précis pour déstabiliser la société et pousser les jeunes à quitter l'Algérie? Non, une frange peut-être, mais fondamentalement, non. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, il ne faut pas aussi voir de la conspiration un peu partout. Mais par contre, ce qui est un indice qui montre effectivement qu'il y a un peu de cette volonté-là, c'est certains passeurs qui sont devenus archi-milliardaires parce qu'ils ont pu s'offrir un matériel, comme je l'avais dit, très sophistiqué, parfois des frégates qui sont beaucoup plus modernes que celles des gardes-côtes. Et bon, on peut se demander comment ils peuvent continuer à agir en toute impunité. C'est pas normal. C'est pas normal parce que là, vous savez que sur la côte qui va de Mosta, Oran, Ténès, Alger, jusqu'à Annaba, vous avez ce qu'on appelle maintenant, d'ailleurs, vous savez, l'imagination de nos jeunes, hein, comme ils ont appelé le beauté, les embarcations de foule, ils se mouent Sari', bon, mais ça va plus vite. Oui, il va plus vite, évidemment. Non seulement il va plus vite, mais il vous garantit l'arrivée. C'est-à-dire que là, vous êtes pratiquement assuré d'arriver à bon port. Bon, et là, bon, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que ces gens continuent à fonctionner bon, je pose la question. Hein, je me pose la question. Je n'ai pas d'élément de réponse donc à donner, mais il se trouve qu'il y a aussi effectivement un aspect de déstabilisation, hein, parce que bon, à partir du moment où on cible une frange de la population qui est la plus vulnérable, parce que la jeunesse. Voilà, absolument. Bon, même si on le verra par la suite, maintenant entre guillemets, le harga commence à traverser à peu près toutes les catégories sociales, parce que je vous dis une chose, vous savez que le harag, c'est pas uniquement celui qui part dans le beauté ou là qui part dans le sari', c'est-à-dire clandestinement à travers la Méditerranée. Mais vous avez le harag silencieux qui obtient un visa, et qui ne revient pas. D'ailleurs, beaucoup de jeunes s'acharnent à demander, à redemander le visa jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Et une fois qu'ils l'obtiennent, ils hargo. C'est le cas de le dire. C'est ça. Donc, il y a aussi toute cette frange de la population qui arrive à obtenir un visa et qui part normalement par les moyens de transport conventionnels. Hein. Ils prennent un avion ou là, ils prennent un bateau, etc. Mais ils ne reviennent pas. Et bien évidemment, donc, moi, je parle de l'action néfaste qui se fait localement en direction de ces jeunes. Alors, ce qui est nouveau dans l'histoire, parce que vous savez, avant, quand je dis avant, c'est-à-dire il y a même pas une dizaine d'années, hein, la population qui était ciblée, c'était les adolescents, disons, jusqu'à 18-20 ans. Par la suite, la catégorie d'âge s'est élevée un peu jusqu'à 25-30 ans, mais ils avaient un aspect commun, c'est-à-dire qu'en fait, c'était soit des jeunes au chômage, soit il n'y avait pas d'emploi, bref, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Mais là, il se trouve que c'est de nouvelles catégories qui sont recrutées, qui sont ciblées. Il y a donc effectivement, quand vous voyez qu'il y a des jeunes universitaires, de jeunes médecins, etc.,
vous savez, la dernière en date concernant les médecins, c'est cette histoire de 1000 médecins qui ont été. Vous voyez un peu. Donc, effectivement, ce type d'opération rentre dans cette intention de nuire. Vous voyez un peu. C'est ça. Donc, j'ai justement utilisé le terme déstabilisation c'est certain. De manière délibérée, parce qu'il y a finalement tout un processus. Ça commence par une semence de désespoir, des jeunes désœuvrés, des jeunes à qui on dit qu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas d'espoir de vie dans le pays, et donc on leur propose ou on leur fait miroiter finalement une possibilité de partir, et que partir, ça permet de mieux vivre. Et c'est en ça que et pour revenir à ce que vous aviez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire ces fameuses vidéos qui montrent la réussite de jeunes qui sont arrivés en Espagne ou en France et qui font des selfies en disant regardez, nous, ça, on est arrivé au Sonar, on a pris la Lina, etc., sont souvent commandités par les passeurs. Il ne faut pas l'oublier. C'est eux-mêmes. Quand ce n'est pas eux-mêmes qui les produisent d'ailleurs. Parce que, combien de jeunes arrivent et s'installent et arrivent au moins, plus ou moins à manger leur faim, etc. Ils se comptent sur le bout des doigts. Hein. Donc, vous voyez un peu. Donc là, effectivement, il y a un aspect, disons, une volonté de déstabilisation qui cible une partie de la population, mais il n'y a pas que ça. Il faut dire ce qu'il en est aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a toute une série de paramètres qui font que, il y a des... vous savez, faut dire ce qu'il en est. Hein. Il y a un problème de politique nationale de la jeunesse aussi. Oui, on va en parler justement. Ah oui, absolument. Parce que il ne faut pas isoler donc cette histoire de Harga, etc., d'une vision globale, d'une politique nationale de la jeunesse, une politique en direction de la jeunesse. Voilà, c'est extrêmement important. Tout à fait, oui. Et le système éducatif aussi. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit. Dans la lancée. C'est tout un faisceau de facteurs, de paramètres, de facteurs, d'éléments. On ne peut pas, parce que quand on isole un aspect, qu'il soit économique ou culturel ou psychologique ou autre, on réduit donc un phénomène sociétal qui est d'ordre multidimensionnel. Parce qu'en fait, tous ces facteurs se retrouvent dans le phénomène dit Harga. Et finalement, Monsieur Sba, est-ce que les pays justement qui réduisent ou qui imposent des restrictions dans l'attribution des visas ne sont pas responsables de ce mal-être des jeunes qui aspirent à voyager, un peu comme les jeunes européens qui font des voyages d'initiation, des voyages de découverte, des voyages d'études, etc. Une chose que nos jeunes Algériens à laquelle nos jeunes Algériens ne peuvent pas du tout aspirer aujourd'hui. Mais finalement, il y a une responsabilité de ces États. Ah, c'est clair. Vous savez, quand la France, pour citer un cas que nous connaissons bien, avait décidé de réduire les visas pour les 3 pays du Maghreb de 50%, donc le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, qu'est-ce qu'ils avaient évoqué comme raison? Ils avaient dit ce sont des pays qui refusent d'appliquer les OQTF, là, c'est-à-dire les ordres de quitter le territoire. Obligations. Les obligations de quitter le territoire. Donc, nous, en retour, on va aussi leur faire en quelque sorte un peu du chantage. Mais c'est faux. C'est un argument totalement faux. Ils participent, en fait, d'une vision complètement erronée du problème. Parce que la gestion de la population qui est sur place, les femmes concernées par l'obligation de quitter le territoire, eux sont livrés à eux-mêmes. Hein, parce que il ne faut pas croire que dans ces pays,
comme la France, l'Espagne, l'Italie, il y a une politique rationnelle de gestion de ces populations. Parfois, il n'existe pas. Parfois, il n'existe pas. Prenez le cas de la France. En dehors des fameux OQTF, point à la ligne. Voyez un peu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, d'après certains chercheurs donc, qui sont sur place, beaucoup de personnes qui sont considérées de telle nationalité ne le sont pas. Ou bien, beaucoup disent je suis de telle nationalité alors qu'il est d'une autre nationalité, etc. Enfin, exactement. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi